Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples littéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tous nés la corde au cou, dans certains pays elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai fait des études de biologie marine, de biologie et écologie, puis après je me suis spécialisé dans la biologie marine. J'ai pas trouvé de thèse ni de boulot là-dedans. Je me suis rapidement rendu compte en fait que moi je voulais en fait vraiment, je me suis orienté j'avais deux passions, la biologie et le théâtre, et je me suis très rapidement rendu compte que ça soit dans le théâtre ou dans la biologie, les débouchés étaient très restreints si tu voulais garder ton intégrité et ton identité. Donc en biologie, en fait, on les oriente très rapidement, les sujets de thèse, etc. Dès que ça n'a pas de vertu dans la mondialisation, de créer quelque chose qui soit un produit, on trouve très peu de financement de thèse ou même de travail. Donc moi, je voulais pas bosser pour Total ou etc. Donc j'ai décidé d'arrêter parce qu'au final, on était à 250, 300 sur les thèses. Et à rentrer dans une forme de compétition qui me correspondait pas du tout et de me vendre, j'y arrive pas et je vois pas pourquoi en fait, quand tu as des questions du style pourquoi je vous prendrais vous, je sais pas quoi, c'est un peu, tu vas pas dégommer quelqu'un sous prétexte de l'écraser pour passer au-dessus, je trouvais pas ça sain. Après le théâtre c'est pareil, je faisais du théâtre en amateur et j'ai pas trouvé, je me suis rendu compte que les débouchés c'était soit faire des écoles, en amateur pour passer pro c'était très compliqué, c'était une grosse précarité et donc là un peu apparu le mouvement des Gilets jaunes. J'étais déjà engagé à la fois dans les mouvements sociaux et politiquement, donc moi j'ai fait partie du parti de gauche et de la France Insoumise parce que je trouvais qu'idéologiquement c'était la seule espérance sociale pour les gens d'avoir un espoir et une vie digne, et écologiquement c'était le programme qui allait plus dans le bon sens, même si pour moi c'était pas assez radical. Et j'ai énormément d'empathie et c'est ça qui m'a porté beaucoup, parce que je pourrais très bien, comme le disent mes parents, ma famille, essayer de trouver un boulot et m'épanouir. Mais à côté de ça, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont dans une précarité, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui deviennent fous. Et je peux pas vivre avec ça. Donc là, je suis rentré dans une forme de sécession de travail. Donc je suis une personne qui ne travaille plus par choix pour pouvoir militer. Parce que sinon, on n'a pas le temps. Donc j'essaye de bricoler avec les différentes petites sources de revenus que j'ai eues. J'ai bossé un peu en usine et je me suis très rapidement rendu compte que c'était trop dur pour moi. C'est pas forcément le travail en lui-même, mais les gens, en fait, comment ils rentraient entièrement dans la société de consommation, dans la surveillance. Ils devenaient les caporales d'un système qui les défavorise. Et donc là, je suis vraiment rentré
de manière consciente dans le fait de ne pas avoir de travail et je commence à être de plus en plus en adéquation vis-à-vis de ça. Depuis quand? C'était 3 semaines. Je me souviens très bien on était dans le Var avec mes parents qui avaient loué un gîte et justement, nous on fait un peu nos vacances comme ça. Soit on se balade en tente et on va en différentes zones de la France. On prend rarement l'avion pour aller dans un autre pays c'est plus en mode baroudeur. Donc là, c'était quand même assez cosy parce on avait un gîte. Et là, on est rentré dans la discussion des Gilets jaunes. Et mon frère qui lance le sujet, qui dit ça va être un mouvement énorme. Et on a commencé à discuter avec mon père et ma mère. Et mon père me dit ouais, mais ça me pose quand même un problème, c'est que va falloir à un moment taxer les carburants. Et là mon frère qui rebondit, moi j'avais une vision là-dessus mais pas encore assez définie. Et mon frère qui dit non mais c'est catastrophique ce qui se passe parce que ça va être une taxation sur les gens les plus démunis qui va pas en fait ils vont pas consommer moins parce qu'ils sont déjà au minimum, on va juste raboter ce qu'ils ont pour vivre. Et là on est rentré dans une grande discussion et mon frère me dit ça va vraiment être un truc énorme, il faut vraiment qu'on y soit. Et j'avais parallèlement regardé pas mal de vidéos de Ruffin qui disaient qu'il fallait qu'on soit dedans. Et je voyais tous les autres groupes, que ça soit excuse-moi, non c'est bon, même à l'intérieur de la France Insoumise, en fait ils voulaient pas aller là-dedans, le NPA disait que c'était des fachos, il y avait plein de... On voyait déjà un armada médiatique qui disait faut pas aller là-dedans, c'est des fachos. Et donc moi j'y suis allé dès le 17 novembre, j'y suis allé avec mon frère et vraiment pour voir et puis avec une petite idée de dire pas de donner le cap mais dire faut impulser des idées de gauche à l'intérieur. Et je me suis pris une énorme claque en me disant mais en fait ce mouvement-là j'ai rien à lui casser. J'ai quelque chose à apporter, une graine à apporter que comme tout le monde a apporté à ce mouvement-là, mais en fait le cap l'intelligence collective est déjà dedans en fait et les gens sont très conscients déjà de ce qu'il faut abattre et de ce qu'il faut combattre. Et ce qu'on l'a vu très rapidement, la deuxième manifestation, elle était sur les champs, moi j'étais sur les champs, et de se dire on n'a jamais vu un mouvement social qui dès la deuxième manif arrive sur les champs là où il y a l'argent, le capital, et se dire non mais à un moment on sait que l'argent il est là, arrêtez de vous foutre de notre gueule quoi. Et ça, c'est vraiment là où j'ai pris conscience dès la première journée où je voyais des gens de partout, des gens dans les magasins avec le gilet jaune qui étaient en train de bosser. Et je me dis ouais là il se passe un truc là, c'est une émancipation, c'est un mouvement révolutionnaire qui, même si j'aime pas le terme de révolution parce qu'on a vu ce que la République fait de mal à la France, mais la République comme elle est instaurée à l'actuelle, et que c'est une révolution bourgeoise qui a été, et là c'est vraiment une révolte populaire où tous les corps de métier étaient incorporés, et j'ai trouvé vraiment ce mouvement-là extraordinaire, d'avoir une bienveillance à l'intérieur, parce que les manifs syndicales c'est assez marrant. On y va, mais on connaît personne, on découvre très peu de personnes, les gens sont très sectorisés en fonction des syndicats dans lesquels ils font partie. Non, là, tu as ton gilet jaune, on avait beau être en situation, entre guillemets, de guérilla urbaine sur les Champs-Élysées, on était bien. Mon frère, il a des gros problèmes de vue, il voit pas, à 2 mètres, il voit pas le tableau. Et ben, il avait pas peur des LBD, il avait pas peur des grenades, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui dit attention, il y a un truc là. Et il y avait vraiment cette fraternité que j'avais jamais côtoyée en fait. Et voilà. Pourquoi je suis gilet jaune? Principalement pour combattre l'injustice, parce que ça soit social, fiscal ou écologique, en fait, ça va être toujours les mêmes qui en pâtissent. Et pour moi, c'est nécessaire de rentrer en résistance à l'heure actuelle vers un système qui... parce que justement, on a énormément parlé de la violence dans les médias, mais personne jamais ne parle de la violence systémique. Et de voir qu'à l'heure actuelle, que ce soit même à Pôle emploi, là j'ai vécu quand j'ai cherché un travail, d'arriver à voir mon conseiller Pôle emploi, donc lui résumer un peu mon parcours. Et puis à la deuxième session, il me fait « Non mais je sais qu'on ne trouvera pas de boulot avec Pôle emploi, mais vous n'avez pas rempli votre profil de compétences, un truc qui peut prendre 1 journée, voire 2 jours, qui est vraiment très fourni et qui va servir à rien parce que mon profil, aucun métier
et il fait culpabiliser les gens qui viennent. Donc moi j'ai un bagage et j'ai baissé la tête vite fait, et puis là je suis tout de suite rentré en opposition en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de culpabiliser les gens les plus pauvres, qui sont les plus démunis, qui ont le moins de reconnaissance envers eux-mêmes. Et c'est symptomatique de toute la violence systémique qu'il y a, des gens aux usines qui bossent de plus en plus, qui n'ont pas le temps de se renseigner, donc ils bouffent de la merde, et ils ont des pathologies qui sont liées à cette bouffe-là, et c'est toujours les mêmes qui sont écrasés, et sans parler de la délocalisation de nos usines, qui vont mettre en France plein de gens dans la pauvreté, mais qui vont exploiter des pays dans le monde. Il y a quand même des enfants qui travaillent pour avoir des composants de nos téléphones portables et de nos ordinateurs. Et ce monde marche vraiment sur la tête. Et ça se répercutera jamais, ou très tardivement, sur les dominants et sur ceux qui ont le pouvoir. Donc je pense que c'est important de s'investir dans ce mouvement-là et de changer à la fois le monde pour les gens, mais aussi d'avoir un monde qui ait du sens, quoi, de retrouver du sens dans nos travails, dans nos familles, partout en fait, et de retrouver de ce lien-là qu'on est en train de perdre à cause de la technologie qui fait qu'on va faire du télétravail bientôt, qu'on est enfermé dans nos boucles de réseaux sociaux où en fait on discute avec personne. Et je trouve que c'est important de retrouver un sens à l'humain en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, les Gilets jaunes? Tellement de choses. De me rendre compte que des gens qui sont complètement dépolitisés parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont conditionnés, ont en eux des ressources vraiment insoupçonnées en fait. Moi, jamais j'aurais pu imaginer qu'un mouvement comme ça ait une intelligence si fine en fait, sans forcément avoir les codes c'est bon, les Macron Leaks l'ont montré, la taxe carbone c'était pour renflouer le CICE et toutes les réformes qui vont exonérer les plus riches. Et de se révolter sur ça parce que en fait, à la fois les gens vont pas vivre, mais aussi c'est encore une taxe qui est piège à con, c'est-à-dire que en fait, ça va pas du tout servir la transition écologique. Et de se dire, déjà ce départ-là, de se dire, mais quelle intelligence, d'arriver sur les Champs-Élysées, de se dire, mais quelle intelligence, et de démontrer, décortiquer toute la société, c'est le seul mouvement qui oui, on dit les revendications partent dans tous les sens, mais c'est normal, parce que tout est à déconstruire. Et les Gilets jaunes le font au quotidien. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment faramineux de se dire, waouh, on peut être pessimiste sur l'avenir du monde, et ben non, ça, moi, depuis le mouvement des Gilets jaunes, je me dis non, c'est pas possible, vu l'intelligence qu'on a en nous, et que des mouvements comme ça arrivent à créer de rien, de quasiment rien, non, on pourra pallier à tous les problèmes, si on s'en donne les moyens, et si on arrive à recréer ces réseaux-là, cette famille-là, et cette intelligence collective-là. Non, j'ai pas peur de l'effondrement de la biodiversité, j'ai pas peur du krach boursier, parce que si on arrive à créer cette force d'opposition, bah, les solutions, on les trouvera de nous-mêmes en fait. Et c'est vraiment ça que ça m'a apporté, de se dire, cette confiance en l'avenir, de se dire, oui, c'est dramatique la situation, mais en fait, si on se mobilise massivement, on y arrivera. Quels que soient les problèmes, ça va être sûrement très dur, mais on est encore capable, malgré le confort qu'on nous a imposé, et justement ce qui a créé une démobilisation des gens, de créer de nouvelles choses. Et l'imaginaire, la créativité, et toutes les Gilets jaunes, c'est un couteau suisse en fait. C'est que chaque personne est différente, et on a réussi de manière un peu chaotique, parce que bon, on a énormément de mal à s'organiser, et puis on remet aussi en question énormément le pouvoir, donc on veut pas de leader, on veut pas de chef. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on construit quelque chose de linéaire, et ça prend du temps. La démocratie réelle, ça prend du temps de discuter ensemble, réapprendre à discuter, s'écouter. Ça prend du temps, mais c'est tellement beau de voir ça, même si ça
ça crée, il y a des moments des AG qui mènent à rien parce que juste on discute de nos vies, quoi. Si, justement, ça va créer quelque chose, mais et ça rentre dans des conflits de polichinelle, mais c'est pas grave parce qu'on réapprend. On se dit, on tire les bilans de ça, on s'est dit bon, c'était pas forcément intéressant, et on avance. Et moi, c'est vraiment ça que ça a apporté les Gilets jaunes pour moi. C'est compliqué comme question. Très vaste. Très très vaste. En fait, j'attends un peu rien en fait. C'est ce qui est en train de se mettre en place maintenant. C'est pour moi, si j'avais au début je me demandais si ça allait vraiment aboutir à ce renversement de système-là. Je vois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, de vous dire que le système ne va pas laisser, qu'on le laisse, qu'on décortique complètement sa construction et revenir vers de l'humain et vers de la cohésion, ça va pas être si facile. Mais à l'heure actuelle, je pense, c'est de se structurer et de mettre en place les outils qui vont nous servir, par exemple, face aux prochains mouvements sociaux qui arriveront. Et s'il y a une remontée de la mobilisation maintenant, la lame de fond sera beaucoup plus efficace parce que on est sévèrement plus organisé que le 17 novembre et on se connaît, on sait sur qui on peut compter, on sait comment s'organiser structurellement, on s'organise de plus en plus. Là, par exemple, hier, il y avait l'assemblée départementale. Et départements s'organisent. On discute ensemble, on fait des actions communes, on essaie de créer de la communication sur le territoire. On essaye de créer des outils pour s'organiser en dehors de ce système-là. Et justement, là, il y a l'ADA 56 qui est en train de se monter. Et ils ont énormément de difficultés parce qu'ils se font pas prêter de salles, les salles refusent. Il y en a qui ont des menaces de mort et se rendent compte qu'en fait, ça terrorise le système qu'on s'organise en dehors du système. Et pour moi, c'est ça que j'attends, c'est juste qu'on rediscute ensemble, on se remette autour des tables et on se ressaisisse de la politique au sens noble. Et pas de ce mot on a été exproprié du mot politique, mais politique, c'est ce qui se passe dans l'affaire de la cité, et vraiment ce qu'on se ressaisisse des décisions et qu'on redevienne souverain de nos propres vies. Ce qui m'a vraiment servi d'être militant avant, c'est que j'ai eu des formations militantes sur le tractage, sur le porte-à-porte, sur plein d'outils structurels que j'ai essayé d'impulser ça au sein des Gilets jaunes. Et j'ai un peu tout mon salaire qui part en tract, etc. pour vraiment essayer de resensibiliser les gens, retourner au contact des gens. Mais je pense que c'est aussi comme ça qu'à la fois on remobilisera et puis on se trompera pas d'adversaire parce que on voit bien médiatiquement qu'ils essayent de nous pousser soit vers les problèmes d'immigration, soit les problèmes de dire en fait regardez le secteur d'activité là, ils sont des privilégiés. Moi ça m'a fait halluciner de voir la diffamation qu'il y a eu juste avant sur les cheminots, sur la ZAD, etc. De dire regardez les cheminots, ils ont la prime au charbon alors que c'était un truc qui n'existait plus, et puis quand bien même un chauffeur qui bosse 6 jours sur 7, je veux dire pour détourner les gens des gens qui sont vraiment privilégiés, des Bernard Arnault, etc. Et je vais aux ZADA, j'essaye de transférer l'information que j'ai eue aux ZADA parce que tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde n'a pas l'envie. Et j'essaye d'être là où il faut être en fait. Et de créer du réseau, de monter sur Paris quand il faut monter sur Paris pour aller voir Extinction Rebellion, pour être là sur les gros moments, pour rencontrer les gens en fait des différents groupes de France, et qu'on essaye de recréer cette lame de fond pour faire tomber le système. Parce qu'en fait on n'a pas le choix. Que ça soit, on voit bien là avec la Banque centrale américaine, je sais plus comment elle s'appelle, qui renfloue à coût de 75 milliards par jour jusqu'au 3 ou 4 novembre. Les banques privées américaines, on voit bien que le système financier est au bord de l'effondrement, on voit bien qu'écologiquement c'est catastrophique, on voit bien que les ressources pétrolifères sont de plus en plus difficiles à exploiter et qu'il faut injecter de plus en plus de pétrole pour en récolter de moins en moins.
Donc on voit bien que ce système-là, et puis on voit bien que les gens sont pris à la gorge, quoi, hein, qu'ils n'ont plus rien pour vivre, qu'on privatise à tour de bras tous les services publics, la Française des Jeux, l'aéroport de Paris, on parle maintenant des routes nationales, l'eau, l'électricité, tout va être privatisé. Et donc on n'a pas le choix en fait de reprendre la main et de comprendre en fait ce qui est nécessaire à la vie des humains et de le rendre commun et de pas le monnayer et d'être drastique et radical vis-à-vis de ce point-là, de se dire non, on ne veut pas monnayer l'énergie, on ne veut pas monnayer le toit, on ne veut pas monnayer l'éducation, on ne veut pas monnayer la santé, on ne veut pas monnayer la nourriture. C'est des choses qui sont essentielles pour les gens, pour vivre, pour être capable, pour être en responsabilité de comprendre le monde. Et on ne peut pas créer des services, que ce soit de santé, d'éducation au rabais, pour créer des moutons ou des... parce que la loi Blanquer, c'est ça, c'est créer des bassins versants d'ouvriers et qui ne soient pas en capacité de réfléchir et qu'ils avalent ce qu'on a envie qu'ils avalent et qui ferment leur gueule. Et à un moment, on va pas les différents, quoi. C'est pas des murs, c'est des sorties de route, comme dirait Servigne. Les différentes sorties de route arrivent à grands pas et on dérive de plus en plus vers des précipices qui peuvent conduire à la fin de l'humanité. Et je pense que soit ça va finir dans une guerre mondiale parce que les pays vont se tirer la bourre, mais je pense pas, je pense qu'on est beaucoup plus intelligent que ça et je pense qu'on pourra pallier à ça. Donc en fait, soit on survit, on s'organise et on survit et on arrive à essayer de vivre dignement et s'enrichir en tant que ça soit intellectuellement et pas s'enrichir de manière monétaire qui n'a aucun sens. Soit on part vers notre propre extinction. Donc pour moi, je suis très optimiste vis-à-vis de l'avenir parce que de toute façon, c'est soit on survit et dans ce cas-là, on crée quelque chose de beau, soit on meurt. C'est comme la répression en fait. C'est le traitement médiatique il a commencé depuis pas mal de temps justement avec un groupe de gilets jaunes de Quimper. On a passé les nouveaux chiens de garde et il y avait comment il s'appelle ce type de Continental, Xavier Mathieu, qui justement avait lors de la fermeture ou le licenciement d'une grosse partie de Continental, il s'était mobilisé et pendant plusieurs semaines ils avaient bloqué, ils avaient agi de manière pacifique et à un moment en fait sans aucune réponse de l'administration, du gouvernement, ils ont dégommé quoi, ils ont jeté des ordinateurs par la fenêtre d'une préfecture et les médias leur ont tendu le micro et dire mais vous condamnez les violences? Et il est resté là, figé, et se dire bah non, en fait, à un moment, je condamne pas les violences. La violence, elle est pas là. Donc, en fait, c'est l'armada de répression médiatique, elle existait déjà. Elle s'est renforcée au fur et à mesure des nouveaux gouvernements. Et puis, les oligarques ont fermé les vannes et ont conditionné, en fait, parce que la plupart des journalistes sont pas conscients de faire de la censure. Il y a un système de promotion qui fait que si tu es en adéquation avec le système actuel et si tu ne remets pas le système actuel en question, tu vas avoir des promotions et tu vas accéder à des postes qui vont te permettre de propager l'idéologie dominante. Et donc ces gens-là n'ont pas conscience de faire de la censure, de faire de la répression médiatique, et parce qu'ils sont complètement conformes à cette idéologie-là. Donc c'est un système qui s'est construit petit à petit, et qu'à l'heure actuelle, oui, si, ça arrive que ponctuellement, je sais pas, Niel, Arnaud, téléphone pour dire non, celle-là, faut vraiment pas la passer parce que Branco, il est venu avec Fly, et, il dit vraiment n'importe quoi. En tout cas, il arme, comme dirait Aurore Berger, il arme trop les pensées. Et donc le traitement des gilets jaunes, c'est le traitement qu'a toute personne qui a une idéologie radicale qui met en danger le système. Et donc forcément, moi je trouve ça bien en fait qu'on ait telle campagne de diffamation dans les médias, ça veut dire que on est très dangereux. On est très dangereux. Donc ce qui est dommage, c'est que la population
du fait que ils n'aient pas le temps forcément de s'informer et puis qu'ils aient encore confiance, même si on voit bien que de moins en moins la population est dupe. Par exemple, on peut voir le cas de Rouen où les gens hallucinent de voir que des médias disent « Ah non, il n'y a aucun problème, le gouvernement a dit que l'air était sain, etc. » Donc les gens se posent de plus en plus de questions. Mais c'est évident que des médias qui sont détenus ou qui ont des parts, où les plus grands milliardaires ont des parts non négligeables dans ces médias-là, vont pas faire la promotion d'un mouvement du style des Gilets jaunes. Et en parallèle de ça, malgré la diffamation médiatique qu'il y a eu, il y a toujours une adhésion très forte de la population envers les revendications. Donc là, ils tombent dans le piège de dire « Ah, les modes d'action, la violence, blablabla ». Mais moi, j'ai discuté avec une nana à Brest. J'avais une pancarte marquée ne vivons plus debout, stop, ne vivons plus à genoux, luttons debout, nous sommes tous gilets jaunes. Elle me regarde, elle sourit, et puis elle fait quoi, moi je suis gilet jaune, mais je condamne la violence. Et je fais ah oui, je comprends tout à fait. Le petit vieux dans les EHPAD qui pendant une semaine se fait pas laver, l'agriculteur qui se suicide. Et là elle m'arrête, elle fait non, vous avez raison. Et en fait, on est tellement habitué à se dire oui, en fait, ils ont cramé une poubelle, oh les violents gilets jaunes. Se dire non mais la violence systémique, on l'oublie, on passe à côté de tout ce que j'ai décrit avant et qui c'est un moment. Et puis il y a eu aussi la problématique de la répression, de se dire à la base on voulait juste manifester. Le 17 novembre sur Quimper, on était juste devant un rideau de policiers après être passé à Bennevillers, avoir bloqué différentes zones. Il y a eu peut-être quelques jets de cailloux, mais c'était vraiment marginal et c'était pas dangereux. Il n'y avait pas un danger pour l'intégrité physique des policiers. Il y a quand même Maxime qui s'est pris un LBD. Donc à un moment, ils sont été en panique vis-à-vis de l'ampleur de ce mouvement-là, et la répression a créé la violence. Et de se dire bah non, on peut plus manifester de manière pacifiste. On est obligé de rentrer dans une manière pacifique, c'est-à-dire que oui, on manifeste de manière pacifique, mais si jamais on nous tire dessus, eh ben ou on nous nasse et on nous lacrymoge, il y a peut-être des gens qui vont foncer dans un cortège de CRS pour faire une sortie. Donc c'est-à-dire que oui, on veut bien rentrer dans des démarches qui sont non violentes à la base, mais si on nous tire dessus, à un moment on est obligé de mettre des tactiques qui fait que on doit pouvoir être en capacité de riposter pour pas qu'on se fasse tuer en manifestation. Et c'est juste ça en fait. C'est les gens. Moi j'ai vu sur les Champs-Élysées des gens qui avaient 80 ans, qui prenaient un pavé et qui lançaient sur les CRS parce qu'ils avaient le crâne fracturé et il y avait une goutte qui perlait sur la tête. Et parce qu'à un moment ils se sont dit non mais attendez, moi ça fait 60 ans que je suis à la retraite, ça fait plus de 60 ans que j'étais dans les usines, j'ai travaillé comme un fou, je commence à avoir plus de retraite et mes enfants ils vont avoir quoi ? Et à un moment les gens se disent non mais on peut pas me tirer dessus alors que j'ai adhéré à cette société-là, j'ai tout fait comme il fallait, et on me retire tout, et on donne aucun espoir à mes enfants. Donc à un moment, oui, la violence, elle est triste, mais je vois pas comment, sur certains actes, on aurait pu agir autrement, en fait. Parce que la répression était telle, le contexte était tel que, oui, il y a eu en marge, il y a eu des violences, mais jamais il n'y a pas eu de flics morts, malgré le fait qu'on était très nombreux. Donc c'est que à un moment c'était pas pour tuer du flic, c'était parce que la violence était nécessaire pour sortir d'une nasse, pour sortir de quelque chose. Et c'était pas intrinsèque, qu'on se lève pas le matin en se disant oh, je suis violent aujourd'hui, voilà. Donc c'est une réponse à quelque chose, c'est une réponse à une oppression, à une brutalité policière. Et donc médiatiquement ils s'en sont servis, ils l'ont utilisé, mais les gilets jaunes, on n'est pas violents, on est des gens, on est les citoyens qui se levons le matin, qui allons à l'usine, qui faisons le pain, qui est avocat, qui prof, on est tous les secteurs de métier. Donc ça n'a aucun sens, mais c'est la seule arme qu'ils ont pour que la totalité de la population ne nous rejoigne pas et qu'on fasse tomber ce système. Oh là là, c'est catastrophique. Je vais t'en donner deux, parce que c'est pas possible d'en donner qu'un. Intelligence.
c'est un mouvement qui est très très intelligent, parce que bon, j'ai entendu on a parlé de solidarité énormément dans tes autres vidéos, de fraternité, et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le mot intelligence, pour moi, c'est ça qui était le plus frappant, parce que de se dire que Griveaux qui nous faisait passer pour les gilets jaunes qui roulaient en diesel et qui fumaient des gitanes, et Macron qui répétait ceux qui ne sont rien, Jojo le gilet jaune, etc. Et de voir que bah non, en fait, les gens, quel que soit leur secteur d'activité, ils sont tellement intelligents, et on nous fait passer ce mépris-là parce que eux, ils font partie de certaines élites, ils ont pu accéder à telle ou telle école, et ils se pensent tellement supérieurs, tellement intelligents, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, n'ayant pas été confrontés à la question sociale, à la brutalité de ce monde-là, ils en ont perdu énormément d'esprit critique, et en fait ils sont vides, c'est des coquilles creuses. Macron il remet jamais en question sa politique. Tout le gouvernement c'est à peu près ça. Ils sont tellement en adéquation avec ce système qu'ils sont bêtes. C'est un peu l'histoire de ta bêtise de Bégodeau. C'est comment les bourgeois, que ce soit de gauche ou de droite, quoi, la gauche Hollande et l'UMP, ce qui a donné le macronisme mou, on ne sait pas trop ce que c'est complètement flou, et qui est pour moi le fascisme d'aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui réfléchissent plus, qui sont tellement dans le libéralisme et dans l'appât du gain et dans comment on va construire la carrière, et on trouve dans un mouvement des gilets jaunes qui sont soi-disant ceux qui sont des parasites, ceux qui travaillent, mais en fait c'est les esclaves contemporains, parce que en fait ils sont bons qu'à ça. Le système c'est ça qui nous dit, en fait, c'est que ouais, les ouvriers, c'est le secteur ouvrier, tous ceux qui sont pas 80% de la population, en fait, qui ont pas les outils de production, mais ils ont juste à fermer leur gueule, parce qu'en fait ils ont rien dans la tête. Et tu te rends compte à l'intérieur de ce mouvement-là que bah non, c'est complètement le contraire. C'est des gens qui ont eu des parcours tellement difficiles, et moi j'ai entendu des histoires, mais à tomber de la chaise, et pourtant je pense être pas la personne la moins sensibilisée à cette question-là, et qui est déjà côtoyé des milieux assez difficiles. Mais je m'en suis pris tellement plein la gueule, et de voir des gens qui ont su faire de leur vie des choses belles, alors qu'ils n'ont pas été gâtés, quoi. Ils sont arrivés dans des situations sociales qui étaient très criantes, et qui ont été soit à la rue, qui ont vécu dans des précarités qui est indécente, en fait. Dans un pays riche comme ça, on ne devrait pas vivre des choses comme ça en France. Et de se voir qu'ils ont créé des choses magnifiques, qu'ils ont des forces de vivre, des énergies, et même s'ils n'ont pas l'intelligence comme veut nous le montrer la société, de savoir compter, faire des équations à rallonge, et savoir résoudre des équations chimiques, de créer d'avoir une vision dans l'espace, mais de se dire, il y a des gens qui sont capables avec 2 bouts de bois, de créer un angle qui est complètement droit, sans avoir aucune notion de géométrie complexe. Et ils ont l'intelligence du quotidien, et se dire mais on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour quoi. Justement, plus on a fait l'ENA, plus on est bête, en fait. Et c'est vraiment ce mot-là qui pour moi est fondamental dans ce mouvement-là, parce que moi j'en apprends tous les jours, en fait, de ces jojos, de ces gens qui fument des gitanes et qui roulent en diesel, mais c'est assez marrant, parce que je pense que c'est vraiment ça qui était le départ du mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a l'oppression, je veux dire, que les gens sont pris à la gorge, mais il y a pire que ça, en fait. Je pense que c'est le discrédit qui a été sur les gens qui ne sont rien, il y a des gens qui sont quelque chose, et il y a des gens qui sont rien. Et c'était quoi les feignants, les cyniques, les extrêmes. C'était ça, Et je pense que c'est majoritairement pour ça que les gens se sont mobilisés, parce que on voit bien qu'il y a des gens qui sont dans une précarité encore plus basse, et qui sont pas mobilisés, quoi, qui ont jamais été mobilisés dans l'histoire, et de se dire que c'est de plus en plus difficile, plus tu es en bas de l'échelle, de te mobiliser. Et à un moment, c'est à force de se faire cracher dessus, les gens se sont dit ah ben stop. En plus vous nous prenez à la gorge, en plus vous nous méprisez, alors que c'est nous qui payons vos salaires,
mirobolant, et c'est nous qui construisons vraiment la France, que c'est nous qui construisons la France, que c'est vraiment dramatique de se faire traiter comme ça, alors que c'est nous qui créons la richesse de la France. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé magnifique dans le mouvement des Gilets jaunes, et je pense que cette intelligence-là, de replacer l'intelligence et arrêter de parler de QI, de cochonneries qui nous ont foutu dans la tête qui veut absolument rien dire, et de se dire que l'intelligence est en toute personne et qu'il existe énormément de formes d'intelligence et une manière de construire l'intelligence qui est vraiment la chose la plus belle que j'ai vue au sein du mouvement des Gilets jaunes, sans parler de la solidarité, l'aspect famille. On a retrouvé une famille, quels que soient nos horizons politiques et nos horizons religieux ou sociaux, etc. Et qui est vraiment très fort de dire que il y a de tout, et on arrive à discuter, à discuter vraiment de tout et faire évoluer les idées au sein de personnes qui, je pense, dans cette société, n'auraient jamais dû être amenées à discuter ensemble. Voilà. Deuxième mot, c'était quoi? Ouais. Ouais, mais en fait, j'ai la solidarité, qui justement est, même si elle a beaucoup été évoquée, je pense que c'est très très important de le dire, que en fait, on a vraiment redécouvert ce que c'était que le vivre ensemble, et un peu ce que j'évoquais aussi avant, de se dire que on est tellement plus fort en fait. C'est Pablo Servigne en parle vachement dans son bouquin, son deuxième bouquin, après Comment tout peut s'effondrer. C'est que on est des individus qui sont grégaires, c'est-à-dire que biologiquement, on a évolué pour être vers l'altruisme. Bon, il y a de l'individualisme et de la compétition, quoi, de l'individualisme et comment ça s'appelle les gens qui existent au sein de quoi, je veux dire, qui est une émotion humaine aussi, mais c'est ce système qui promeut ce genre de comportement, que intrinsèquement, par exemple, on va dire que Brest et Quimper ne sont pas reliés, et qui sont deux populations d'humains qui sont plus ou moins en compétition. Quimper est dans la solidarité, Brest est dans l'individualisme. Et Quimper sera plus forte que Brest. Donc Quimper va au final survivre plus longtemps, ou si on parle en termes belliqueux, va écraser Brest. Donc en fait, le comportement dominant chez les populations grégaires d'animaux, c'est la solidarité qui va être nettement favorisée. Donc on nous a inculqué médiatiquement, etc., que l'humain était individualiste, que l'altruisme c'était réfléchi, et en fait que l'individualisme c'était inné. Et en fait, c'est complètement l'opposé qui se passe. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été montées sur plus tu stresses des gens et plus tu leur mets dans une situation d'urgence, plus les comportements de collaboration qui vont se mettre en place, et moins des comportements d'individualisme. Donc c'est aussi ça l'énorme mensonge, j'ai envie de dire, des sociétés occidentales, parce que quand on regarde tous les pays qui sont dits en développement ou des pays les plus précaires, en fait, ils vivent sur des bases de solidarité, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et nous, on peut se permettre d'être dans l'individualisme parce qu'on écrase des pays comme ça, et qu'on a je sais pas combien d'esclaves énergétiques derrière nous, et que c'est un système qui est plus facile pour nous manipuler, en fait, parce que si on commence à discuter ensemble et à construire des choses ensemble, c'est quand même beaucoup plus compliqué de nous imposer une idéologie qui va à l'encontre de nos intérêts, parce que c'est un peu ça qu'on nous inculque. Oui, en fait, le libéralisme, c'est génial, et en fait, c'est pour ça qu'on a accédé à plein de choses, et comme la démocratie, comme elle est instaurée maintenant, la République comme elle est instaurée maintenant,
que c'est grâce à la République qu'on a des acquis sociaux. Non, on a des acquis sociaux parce qu'à un moment, on a fait une coalition et on a créé un rapport de force. Et c'est pas intrinsèque à la Ve République. Ouais, je pense que à l'heure actuelle, c'est important de prendre le temps. On parle beaucoup de temps de travail, etc. Et je pense qu'il va falloir qu'on se réapproprie des mots comme le travail et comme le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus pouvoir aller dans ce système-là qui nous fait travailler plus parce qu'on est de plus en plus obligé d'augmenter la croissance, d'augmenter la productivité, sinon le système s'effondre. Et que je pense qu'il est très important de se prendre le temps, même si à l'heure actuelle, vis-à-vis du rythme, je sais qu'on peut pas se le permettre parce que la situation est dramatique et qu'il va falloir qu'on mette les outils pour que le peuple redevienne souverain des décisions qui sont prises. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réapprenne à prendre le temps, à revaloriser tout travail qui est fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on nous a inculqué des idées comme le travail, ce n'est uniquement ce qui produit de la richesse. Et c'est totalement faux, quoi. De dire qu'à l'heure actuelle, lire un bouquin, c'est quoi, lire un bouquin qui décrypte tel ou tel aspect de la société, c'est du travail. De travailler dans son jardin et de faire un jardin, c'est du travail. De élever ses enfants, c'est du travail. De faire la vaisselle, c'est du travail. Et qu'on arrive à détricoter, découpler l'aspect travail qu'on effectue tous dans nos vies et vraiment l'aspect monétaire ou apport de capital, etc. Et que le travail n'est pas que ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que plus le travail est axé sur le capital, moins il devient quelque chose d'émancipateur en fait. On se rend bien compte que plus tous les bullshit jobs, etc., qui sont créés, c'est des sociétés qui coûtent des milliards. Uber, je sais pas combien ça rapporte. Alors que c'est quoi ? C'est une application et c'est des gens qui pédalent comme des fous et qui se prennent des accidents. Et c'est des métiers qui sont complètement stériles. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on se réapproprie et qu'on reprenne le temps de repenser la société, de repenser nos vies, de repenser où on veut aller en fait. Et j'appelle vraiment toutes les personnes à ne plus être dans l'instant et que ça soit les médias, c'est pareil, hein, ils répondent dans l'instant, donc ils peuvent balancer les plus grosses conneries parce qu'en fait ils n'ont pas pris le temps de mûrir une certaine information et de se dire ouais d'accord, il s'est passé ça, cet événement, faut peut-être qu'on le décortique plutôt que dire que Julian Assange est un pédophile parce qu'on l'a vu traîner partout et que c'est très bien de l'utiliser comme ça. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là médiatique et politique aussi, de se dire ils sont dans le court terme, ils sont dans l'annonce et à un moment je pense qu'il va falloir qu'on se calme, qu'on ralentisse la société, qu'on aille vers, même si j'aime pas ce mot décroissance parce qu'il y a le mot croissance dedans, mais se dire qu'à un moment qu'on ralentisse tout, qu'on se dise bon, on discute ensemble et quel monde on veut recréer. Et je pense que c'est vraiment essentiel et c'est ça le nœud du problème. Voilà. Tu me fais flipper à plus parler. En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir? Les gens qui pensent. Mais qui c'est qui se gêne pas pour gueuler quand je fais des booms? Les gens qui bossent. Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait jamais de délinquants. Les gens qui bossent. Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, c'est que de la racaille. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh.
de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé. Les gens qui bossent. Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais. Les gens qui bossent. Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés. Les gens qui bossent. Et surtout à cause de qui y'a pas de boulot aujourd'hui. Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont égoïstes. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, heureusement il y en a de moins en moins. Ah, et les dreadlocks, faut pas dormir hein. Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi la ramener. Bon, combien là? Oh putain les mecs, on a fait 2 minutes 15 et le format c'est 2:32:40. Faut qu'on y retourne là, ok? Allez, 3 codes. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pires que les nazis, c'est des Américains. Oh, stop, stop. Putain, 2 minutes 52 les mecs. Oh, je n'oublierai pas devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux de vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas, et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais... C'est beau la démocratie. Je suis master écouté, après si vous m'assez là, qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas pour tes gamins. Je veux pas pour tes gamins. Là, là. Vous l'envoyez où? Où vous l'envoyez? Dégagez, mais on parle pas. Dégagez, putain. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ceux pour qui tu travailles, qu'on ne voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux. En Pache-Nel et ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson.
Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné. Mais au moins j'aurais essayé avant les boss de te causer. Oh. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye?